464 détenus sont bénéficiaires de la décision présidentielle accordée par le président Patrice Talon. Il s'agit d'une mesure prise en faveur de deux catégories de prisonniers condamnés par les juridictions de la République du Bénin. Le premier décret concerne 27 individus condamnés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour des infractions liées aux événements politiques de 2019 et 2021. Le second décret, quant à lui, accorde la grâce à 437 prisonniers condamnés pour divers délits criminels ou correctionnels. Les citoyens de la ville de Cotonou trouvent la démarche du chef de l'État salutaire. Je vais d'abord remercier le chef de l'État. Ce que nous souhaitons, ce n'est pas encore ça. Puisque dans les 400 et quelques prisonniers qu'on a donné la grâce, il n'y a que 27 prisonniers détenus politiques. Ce n'est pas suffisant. Donc les prisonniers politiques, c'est ceux-là qui méritent en majorité la grâce. Pour le moment, cette grâce, remercions d'abord le chef de l'État. Merci pour l'avoir fait. Les autres qui croupissent encore en prison sur le poids de la politique, il en fait quoi? Il a déjà fini, le chef de l'État, si j'espère. Il a déjà fini. Ce n'est plus des concurrents pour lui, pour demain. Et au lendemain de la célébration, la fête de l'indépendance, 1er août, le 2 août, le président Talon a pris 2 décrets présidentiels pour gracier 464 détenus et prisonniers, et dont 27 prisonniers politiques, plus précisément des partis les démocrates. Bon, c'est un acte salutaire de la part du président Talon. Ceux qui ont volé et commettent des forfaits, on les a accordé la grâce. Mais chez moi, on allait accorder la grâce aux détenus politiques au grand complet. Surtout le professeur Aïbor et Mme Madougou qui est en prison aujourd'hui. Puisque quand je parle du professeur Aïbor, les étudiants l'attendent pour avoir une connaissance de lui. Il y a plus de 3 ans qu'il est en prison. Donc ce dernier mérite sincèrement la grâce. Les détenus qui ont été libérés la première marche, c'est les détenus de 2021. C'est ceux qui ont simplement crié 5 ans, c'est 5 ans. Et il y a beaucoup de mes frères étudiants dans ce lot-là. La logique de la décrispation sociopolitique nationale. Et donc, on peut se réjouir pour ces personnes libérées. Et ils vont retrouver les familles, ils vont reprendre les activités, surtout les étudiants, ils vont reprendre, et élèves, ils vont reprendre le chemin de l'école et des amphis. Pour la paix dans mon pays et une cohésion nationale, je demande au chef de l'État qui peut mieux faire. Mais quand quelqu'un fait quelque chose et vous ne lui dites pas merci, on ne l'encourage pas. Je l'encourage, mais je dis il peut mieux faire. Les Béninois n'aspirent qu'à la paix. Mais moi j'ai vu que ça a un peu tardé. Parce que quand vous regardez, vous observez la demande du Parti Les Démocrates, c'était, je crois, je ne sais pas si c'est en octobre, novembre 2023. Donc si on avait libéré ces élèves et étudiants là, ils auraient au moins bénéficié d'une année scolaire. Mais je ne sais pas pourquoi ça a tardé. Et c'est au niveau de la justice, ça a un peu traîné. Mais c'est déjà un pas vers le dégel. Et aujourd'hui, on a accordé la grâce à des gens qu'on ne connaît même pas, qui ont commis des forfaits, des désordres dans la société, et on les a arrêtés. Donc, sincèrement, je vais demander à son Excellence du retour de ses vacances, si possible, de prendre un arrêté encore pour donner la grâce aux autres aussi, pour qu'ils soient libres. Cette initiative s'inscrit dans un contexte de renouveau politique et social. Le geste du président Patrice Talon pourrait être perçu comme un signe de réconciliation et de réforme au sein du système judiciaire.
La jeunesse est un atout important pour le continent africain pour faire face à ces difficultés. C'est la conviction du président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a fait savoir le vendredi 9 août 2024 à Ouagadougou au lancement officiel des activités commémoratives de la Journée internationale de la jeunesse. Devant plus de 15 000 jeunes venus des 13 régions du Burkina Faso et de 45 pays d'Afrique. Placés sur le thème intégration, sécurité, paix et développement, rôle de la jeunesse africaine. Cette journée se veut une opportunité pour les jeunes de se pencher sur leurs contributions face aux problématiques de paix, de sécurité et de développement du continent. Pour le président du Burkina Faso, la jeunesse est le moment par excellence où tout individu déborde d'énergie qui peut être utilisée pour le bien de tous. Jeunesse du Burkina, jeunesse d'Afrique. La jeunesse, cette phase de la vie où l'on a assez de force, assez d'énergie, comme le paraphrasait donc le slammer qui vient de passer. La jeunesse, c'est l'époque où on n'a pas assez de temps. Nous devons profiter du temps qui nous est donné, utiliser l'énergie nécessaire pour atteindre nos objectifs, pour changer le monde. Changer notre monde, changer le monde des autres, positivement. Les enfants souhaitent grandir pour être jeunes. Les personnes âgées souhaitent redevenir jeunes. Tout le monde veut être jeune. La jeunesse est une bénédiction. Alors profitez de la jeunesse pour faire œuvre utile. Voilà pourquoi quand je vois dans le thème choisi, les deux premiers mots nous interpellent. Intégration, sécurité. L'Afrique fait face à de nombreux défis. Et on doit se poser des questions. La jeunesse est-elle un atout ou un handicap pour le développement des nations? La réponse est simple et sans équivoque, et vous la savez. Les pays développés ont pour la plupart une population vieillissante. Et actuellement, beaucoup de pays ont lancé des programmes pour rajeunir leur population. L'Afrique a cette chance d'avoir une population très jeune. Mais pourquoi l'Afrique n'est-elle pas développée? Nous devrions donc nous pencher sur la question de comprendre pourquoi l'Afrique a une population jeune et qu'elle n'est pas développée. Il faut que nous arrivions donc à transformer notre jeunesse en un véritable atout et un moteur de développement pour notre continent. Nous avons besoin d'intégration, nous avons besoin de sécurité, de développement, nous avons besoin de nous unir. Si vous avez peur, vous serez lâche et vous serez traître. N'ayez jamais peur. La lutte doit continuer. Cherchez la connaissance. Cherchez la connaissance et travaillez. Travaillez dur pour être compétent. Bannissez l'incompétence. Parce que, à travers les distractions qu'on veut nous faire adopter, on devient incompétent. Et la jeunesse, c'est l'époque, c'est la période où il faut exploiter son temps à bon escient. Plusieurs dizaines de chefs d'État et d'autres dignitaires africains ont fait le déplacement pour assister à la cérémonie d'investiture du président rwandais Paul Kagame, organisée ce 11 août dans un stade de 45 000 places bondé de la capitale Kigali. Paul Kagame, 66 ans, a prêté serment devant le président de la Cour suprême, s'engageant à préserver la paix et la souveraineté nationale et à consolider l'unité nationale. Sa victoire à la présidentielle du 15 juillet ne faisait aucun doute. Il a remporté le scrutin avec 99,18% des voix selon la commission électorale. Après avoir atteint la limite de 2 septennats, Paul Kagame avait pu se présenter à nouveau
En 2017, à la faveur d'une révision constitutionnelle controversée intervenant 2 ans plus tôt, instaurant le quinquennat avec le maintien d'un maximum de 2 mandats. Cette réforme peut lui permettre de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Paul Kagame est l'homme fort du Rwanda depuis qu'il a renversé en juillet 1994 avec la rébellion du Front patriotique rwandais, le gouvernement extrémiste Hutu, instigateur du génocide qui a fait, selon l'ONU, plus de 800 000 morts au sein de la minorité Tutsi. Crédité du spectaculaire redressement économique de son pays, il est aussi critiqué pour le manque d'ouverture démocratique. Les défenseurs des droits humains et l'opposition l'accusant de régner dans un climat de peur, d'intimidation, de détention arbitraire, d'enlèvement et d'assassinat. Seuls 2 candidats avaient été autorisés à concourir contre lui à l'élection de juillet, les 6 autres, dont certains opposants très critiques de Paul Kagame en ayant été empêchés. Frank Habineza, le dirigeant du seul parti d'opposition autorisé, et l'indépendant Philippe Paimana ont obtenu respectivement 0,50% et 0,32% des voix. Avec 65% de la population âgée de moins de 30 ans, la plupart des Rwandais n'ont connu que Paul Kagame à la tête de leur pays. This is who we have become as Rwandans. In this year 2024, the intersecting crises that define our region and our world continue to create uncertainty and distrust. As a result of unaddressed inequalities and double standards. Peace in our region is a priority for Rwanda. Yet, it has been lacking, particularly in Eastern DRC. But peace cannot be delivered by anyone from anywhere, no matter how powerful, if the party most directly concerned does not do what is needed. Pour plusieurs Rwandais, ses qualités de dirigeant ont transformé le pays. Sous son régime, le Rwanda s'est relevé de son passé tragique pour tracer un chemin vers la prospérité, l'unité et l'innovation. Paul Kagame a remporté chaque présidentielle à laquelle il s'est présenté, à chaque fois avec plus de 93% des voix. Des manifestants se sont rassemblés à Lagos vendredi pour rendre hommage aux victimes des récentes manifestations au Nigeria. Cette marche a été un moment de recueillement et de solidarité, marquant un tournant dans les manifestations contre la mauvaise gouvernance et l'inflation. Parmi les manifestants, Ziko Raïbé, visiblement ému, a expliqué les racines de ces troubles. Il y a des raisons qui ont déclenché tout cela. C'est le fait que les Nigérians ont faim. Les politiques anti-peuple nous ont dressés contre nous-mêmes et nous ont poussés à la mort. Nous disons stop, la gouvernance doit refléter la volonté du peuple. Cette mobilisation nationale a été marquée par la détermination des manifestants à exiger des comptes pour les violences qui ont entaché les protestations. Toutes les victimes, tous ceux qui ont été tués à travers le pays dans le cadre de cette manifestation pacifique doivent également être indemnisés de manière adéquate. Et tous ceux qui sont responsables de ces meurtres doivent être arrêtés et jugés. Nous demandons une enquête publique démocratique sur les meurtres et la répression au Nigeria. Les manifestants ont promis de poursuivre leur lutte jusqu'à ce que justice soit rendue.
En République démocratique du Congo, 527 détenus ont été libérés samedi de la prison centrale de Makala. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a annoncé cette libération accompagnée de la remise de 2000 matelas sur les 7000 commandés. L'objectif étant bien évidemment d'améliorer les conditions de détention. Les prisonniers réunis dans la cour administrative ont promis de ne pas récidiver. Alors que les conditions de vie à la prison centrale de Makala sont souvent décrites comme inhumaines, avec environ 15 000 détenus pour une capacité de 1500. Le ministre a souligné les efforts pour réhabiliter le centre de santé de la prison et les pavillons afin de désengorger et rénover l'ensemble de la maison d'arrêt. Une nouvelle prison devrait également être construite dans la commune de Mouloukou pour alléger la surcharge de Makala, seul pénitencier civil de la capitale. Les pluies torrentielles au Soudan ont ajouté un fardeau supplémentaire aux familles déjà déplacées par la guerre. Dans la province orientale de Kassala, les inondations ont forcé des centaines de personnes à se relocaliser à nouveau. Marwa Mohamed a dû fuir avec ses enfants. Elle raconte avoir tout perdu. Nous étions endormis lorsque l'école a été inondée. Nous nous sommes réveillés et avons constaté qu'elle était submergée. Tout était submergé, les véhicules aussi. Nous avons tout perdu, tous nos biens. Face à cette double crise, le Haut-Commissariat aux réfugiés a intensifié ses efforts pour apporter une aide d'urgence aux communautés touchées. Nous sommes actuellement en train de distribuer des articles non alimentaires qui aideront les communautés déplacées de force qui ont été affectées par les inondations à faire face à la situation actuelle. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une crise, dans une crise. Pour beaucoup, l'espoir de rentrer chez eux reste la seule lueur au bout du tunnel. Ashraf Ibrahim, également déplacé, exprime ce souhait profondément ancré. Tout ce que nous souhaitons, c'est de rentrer chez nous, alors nous espérons que la guerre prendra fin. Alors que la situation des déplacés ne cesse de se détériorer, les prévisions annoncent davantage de tempêtes. À Kampala, les recherches se poursuivent et le bilan continue de s'alourdir. Au moins 21 personnes sont mortes selon les autorités ougandaises après l'éboulement meurtrier qui a frappé la ville vendredi. La principale installation de gestion des déchets de la ville s'est effondrée. Parmi les victimes, des femmes et des enfants. Les autorités craignent que ce bilan ne s'aggrave davantage. Jusqu'à présent, nous avons récupéré 21 corps, parmi lesquels se trouvent des femmes, des enfants et des hommes. Tous ont été transportés à la morgue de la ville pour une autopsie et par la suite, nous allons remettre les corps aux familles pour un enterrement décent. L'effondrement aurait été causé par des pluies torrentielles. Des familles vivant à proximité ont été évacuées pour prévenir de nouvelles tragédies. Certaines familles se trouvent dans une zone à risque que nous avons évaluée. Pour ces familles, nous leur avons temporairement demandé de quitter leur maison et de se rendre dans un abri temporaire mis en place par la Croix-Rouge ougandaise et le bureau du Premier ministre. Le président ougandais a ordonné une enquête afin de comprendre pourquoi des habitations étaient si proches du site. La boxeuse Cindy Ngamba, originaire du Cameroun, est la première athlète de l'équipe olympique des réfugiés à décrocher une médaille. À travers son parcours, elle souhaite transmettre un message d'espoir et de détermination. Mon parcours montre simplement que malgré toutes les choses que j'ai vécues, malgré les obstacles, les tragédies, les hauts et les bas, vous pouvez réussir.
On peut réaliser tant de choses dans la vie si on travaille dur, si on croit en soi, si on garde la tête haute et si on s'efforce de vivre. Arrivée au Royaume-Uni à l'âge de 11 ans, Cindy a utilisé la boxe comme échappatoire et tremplin pour atteindre le sommet. Elle a combattu avec détermination pour obtenir une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Paris à 25 ans. Je crois que ma victoire et celle des 36 autres athlètes réfugiés qui participent aux Jeux Olympiques envoient un message à tous les athlètes et aux personnes réfugiées du monde entier qui ne sont même pas des athlètes. Grâce à votre travail acharné et à votre dévouement, si vous croyez en vous, vous pouvez accomplir beaucoup de choses dans la vie. Ne pouvant rentrer au Cameroun où l'homosexualité est illégale, Cindy Gamba est un exemple de résilience face aux défis. Soufiane El Baghli est de retour à Rabat depuis samedi après avoir remporté la médaille d'or aux 3000 mètres steeple aux Jeux Olympiques. À son arrivée, il a été accueilli en héros par une foule enthousiaste et des officiels, marquant la reconnaissance nationale de son exploit, et il a montré toute sa gratitude. Je voudrais remercier Dieu car j'ai remporté la médaille d'or que je voudrais dédier au peuple marocain et à Sa Majesté le Roi. Je ressens un immense bonheur, surtout lorsque j'ai reçu un télégramme du roi à mon arrivée ici. Cela m'a fait beaucoup plaisir car c'est le 4e message que je reçois de sa part et cela me motive. Un retour triomphal qui célèbre une victoire historique pour le Maroc, cette médaille d'or étant la première pour le royaume dans cette discipline. Avec cette victoire, Soufiane El Baghli a non seulement écrit une nouvelle page dans l'histoire de l'athlétisme marocain, il a aussi renforcé son lien avec le peuple. Ce qui a déclenché ces manifestations de l'extrême droite, c'est la désinformation autour du meurtre de 3 jeunes filles. Je n'hésiterai pas à appeler cela par son nom, du banditisme d'extrême droite. Jeudi soir, dans les villes du Royaume-Uni, des milliers de manifestants antifascistes ont dépassé en nombre les groupes d'extrême droite, mais on peut dire que le sentiment anti-immigré bouillonne sous la surface depuis de nombreuses années. Il a incité des milliers de personnes à voter pour le Brexit et a conduit le gouvernement conservateur à proposer des plans pour envoyer les immigrants par avion dans des camps de migrants au Rwanda et pour les placer dans des barges comme celle-ci au large de la côte. Le gouvernement travailliste a maintenant abandonné ces politiques, les qualifiant de gadgets et de gaspillage de l'argent des contribuables. Number 10 sera extrêmement soulagé que les manifestants antifascistes aient contribué à calmer les récents troubles racistes, mais le nouveau gouvernement doit maintenant recoller les morceaux après des années de rhétorique anti-immigration conservatrice et de politiques ratées qui ont fini par exacerber les tensions. Tous les regards sont tournés vers Sir Keir Starmer et vers la façon dont il navigue sur cette corde raide politique. Nigel Fletcher, ancien conseiller de David Cameron, estime que les travaillistes doivent faire ce que les conservateurs n'ont pas fait et prendre des mesures significatives en matière d'immigration. Les travaillistes doivent non seulement résoudre le problème, mais aussi le résoudre d'une manière qui soit nettement et manifestement différente en termes de ton et de substance de la manière dont le gouvernement conservateur cherchait à y répondre. En effet, s'ils poursuivent la rhétorique et la politique dure du gouvernement précédent, ils s'aliéneront une partie de leur propre parti. Le nouveau gouvernement britannique a récemment annoncé la création d'un commandement de la sécurité aux frontières pour lutter contre les gangs des passeurs. Cette initiative reflète la lutte que mène l'Europe dans son ensemble contre l'immigration. À mesure que le paysage politique évolue, le défi consiste à mettre en œuvre des politiques efficaces et humaines qui apaisent les deux côtés de l'échiquier politique. Nouvelle vague d'évacuation à Khan Younes, dans le sud de Gaza. L'armée israélienne a ordonné l'évacuation de plusieurs zones après une frappe aérienne meurtrière sur un refuge, tuant au moins 80 Palestiniens. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans des camps ou ont cherché refuge dans des écoles.
Où dois-je aller? Je ne sais pas où aller. Je suis ici assise, je ne sais pas où aller parce que tous les endroits sont bondés. Il n'y a nulle part où aller. Nous n'avons pas encore sorti nos affaires. Le bâtiment s'est effondré sur nos biens. Khan Younes, la deuxième plus grande ville de Gaza, a subi de lourdes destructions cette année lors des offensives israéliennes. Israël affirme que des membres du Hamas se cachent parmi les civils. La semaine dernière, des dizaines de milliers de personnes avaient déjà fui après un ordre d'évacuation. C'est mon 5e ou 6e déplacement. Je suis actuellement dans la ville de Hamad et la ville a été évacuée. Les 2 tours ont été bombardées. Actuellement, il y a un ordre officiel d'évacuer la ville de Hamad. Où allons-nous? Nous ne savons pas. Ils disent que Mouassi est une zone sûre, mais il n'y a aucun endroit sûr. Il n'y a même pas de zone humanitaire. Selon les chiffres des autorités, le conflit entre Israël et le Hamas aurait déjà causé la mort de près de 40 000 Palestiniens.